Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors avant de commencer, je souhaiterais vous indiquer que nous sommes partenaires de la conférence Hack in Paris qui se tiendra du 27 juin au 1er juillet, donc à Paris. À cette occasion, nous allons vous faire gagner 3 places pour assister à cette conférence. Donc pour cela, rien de plus simple, les 3 premières personnes à utiliser le hashtag HIPNLS sur Twitter seront recontactées par les organisateurs et se verront offrir une place. Alors aujourd'hui, nous allons parler des aspects contractuels liés aux environnements cloud et on-premise avec Marc-Antoine Ledieu. Bonjour Marc-Antoine. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs No Limite Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Jean-Philippe Gaulier. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulova. Alors, Marc-Antoine, pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Oui, Marc-Antoine Ledieu, je suis avocat au barreau de Paris depuis quelques années. Je me suis spécialisé depuis quelques temps maintenant déjà dans la rédaction de contrats numériques. Pour l'industrie du numérique et principalement l'industrie du logiciel, puis qui a basculé vers l'industrie du service. Et depuis quelques années, je me suis intéressé tout particulièrement aux problématiques de sécurité et de sécurisation, soit des logiciels installés on-premises, on-prem, soit ce qui devient majoritaire dans ma pratique, des services rendus en mode cloud, donc SaaS, PaaS, IaaS. Alors justement, Jean-Philippe, est-ce que tu peux nous expliciter un petit peu les différents termes que vient d'employer Marc-Antoine ? Avec grand plaisir. Alors on a deux grandes parties dans ce qu'il a dit. On a le cloud d'un côté, avec SaaS, IaaS, PaaS, et je reviens dessus, et le on-premise. Donc le cloud, pour résumer, vous avez peut-être des autocollants comme ça chez vous, c'est l'ordinateur d'un autre. Donc c'est ce qu'on appelait autrefois l'hébergement, les choses comme ça, avec 3 modes différents. Le IaaS, Infrastructure as a Service, donc là le fournisseur vous met à disposition un système, du réseau, pour que vous puissiez déposer vos OS, et derrière tout votre code, etc. Le PaaS, Platform as a Service, où ici on va avoir à gérer nos applicatifs, mais pas ce qu'on va appeler les services essentiels. Je pense aux services web comme Apache, Nginx, aux bases de données, où là c'est l'hébergeur qui va s'assurer de leur fonctionnement, de leur configuration et de leur supervision. Et enfin, on a le SaaS, Software as a Service, où là, j'aurais tendance, moi, à appeler ça Service as a Service, où on est vraiment dans un mode marketing, où on tombe, en fait, dans une facturation à la consommation du service proposé. Alors, on a des tonnes de services de ce genre-là, que ce soit les CRM type Salesforce, la location de voitures ou les choses comme ça, où en fait, le fait d'être en SaaS ou en cloud, plus généralement, fait qu'on va payer à l'usage. Donc ça, c'est la première chose. Ça veut dire que les services sont hébergés chez le fournisseur du logiciel, chez l'éditeur du logiciel, et c'est lui qui assure, au-delà de l'écriture et du développement, du maintien en conditions de fonctionnement et en conditions de sécurité, va assurer le service, versus on-premise, où là, on prend le logiciel que le fournisseur a développé et on le met sur des serveurs chez soi, dans ses infrastructures, et ça veut dire qu'on a la responsabilité de s'assurer du maintien en conditions opérationnelles et du maintien en conditions de sécurité, à la fois des serveurs, du réseau, des applicatifs et de l'application métier par-dessus. Voilà les grandes différences. Juste un petit compliment par rapport à ce que tu viens de dire. Il y a pas mal d'éditeurs, en particulier de solutions de sécurité, qui pour limiter les problèmes on-premise ne te fournissent pas un logiciel, mais on va dire une appliance. C'est-à-dire que ça peut être un firewall, un WAF, des choses comme ça, un proxy, une solution mail, où en gros c'est une boîte que tu vas installer dans tes propres racks, dans tes propres data centers, et qui permet à l'éditeur de limiter tous les problèmes liés au matériel, aux double alimentations, etc. Le fait que tu vas installer le logiciel sur un système d'exploitation pas forcément supporté, au moins ça lui permet de maîtriser une partie du matériel et du système. Et donc toi tu n'installes finalement que l'appliance sur ton SI.
Oui, effectivement, ça c'est pour limiter les coûts en maintien de conditions opérationnelles ou maintien de conditions de sécurité, faciliter la vie de l'hébergeur et surtout, comme Apple le fait avec son matériel, à partir du moment où on maîtrise un matériel, on n'a pas besoin de multiplier la charge du support, donc c'est effectivement bien vu, et comme le dit Vladimir... Comme le matériel, tu le maîtrises et le logiciel, il y a forcément moins de failles de sécurité. Alors ça on y reviendra, mais effectivement, comme le dit Vladimir, c'est quand même moins de support, et c'est très répandu dans le monde de la sécurité, ça l'est beaucoup moins dans le monde des logiciels métiers. Je citais les CRM. Google proposait des appliances Google Search il y a très 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 longtemps, mais ils ont arrêté. Mais si tu prends les CRM, les ERP, les sites web, B2C, etc., pour l'instant, il n'y en a pas trop. On verra, peut-être ça fleurira, mais ouais. Voilà pour éclaircir un petit peu le sujet pour nos auditeurs. Alors, Marc-Antoine, quelles sont les problématiques contractuelles liées à ces environnements ? En fait, pour nous juristes, quand on s'intéresse un peu à la partie sécurité, on va distinguer. Alors, je mets de côté les appliances, les box. Souvent, contractuellement, on les qualifie de box. Donc, à partir du moment où on va installer une box dans le système d'information je suis prestataire, j'ai une appliance, machin, je vais livrer la box chez mon client. Là, l'appliance, la box, elle va faire partie du système d'information de mon client. Donc là, c'est une hypothèse qui est quand même particulière, qu'on traite, mais qui est pas la plus fréquente. En fait, là où nous, les juristes, on va faire une distinction, c'est soit moi, éditeur, mon logiciel, je te donne un binaire, un exécutable, tu vas l'installer dans ton système d'information, auquel cas les problématiques de sécurité sont difficiles à gérer, puisqu'à part le développement qui serait sécurisé, une fois que c'est installé chez le client, entre guillemets, tu dis au client, débrouille-toi. Donc c'est une problématique qui est très light en termes de sécurité. Là où en sens inverse, dans la notion de PaaS, IaaS, SaaS, surtout SaaS, parce que là c'est très clair quand même pour beaucoup de juristes, c'est toi, cher client, tu viens à distance te loguer sur un data center, donc qui n'est d'ailleurs pas le mien, à moi éditeur, puisque je fais bosser un data center tiers. Tu vas te loguer sur un data center et via ton navigateur, tu vas utiliser mon application, mon logiciel dont je suis l'éditeur. Et là, la vraie problématique, c'est la connexion à distance. C'est là où se trouve, pour nous les juristes, c'est l'image qu'on en a un peu, qui est peut-être d'Épinal, mais c'est globalement, à partir du moment où on se connecte à distance, c'est là où sont les vulnes, de manière générale, et c'est là où on va faire rentrer du malware potentiellement, malgré tout ce qu'on peut faire pour se protéger. Et contractuellement aujourd'hui, ce qu'on voit surtout en mode SaaS, cloud, PaaS, IaaS, vous l'appelez comme vous voulez, c'est globalement, les deux problèmes, c'est détection des malwares et détection des vulnérabilités. Et c'est là où contractuellement ça devient compliqué. Oui, alors là-dessus, Jean-Philippe et moi, on a vu récemment un cas avec des choses plus avancées, avec des exigences vis-à-vis, donc on l'appelle le prestataire, le fournisseur de services de logiciels, avec des exigences de vraiment faire de la sécurité de bout en bout, avec d'imposer à la fois des règles de sécurité sur des bonnes pratiques d'hygiène de sécurité sur le SI, sur les utilisateurs, sur des tests d'intrusion, des scans de vulnérabilité, de la détection d'intrusion, de la réponse à incidents, etc., et de communiquer là-dessus. Une vraie organisation de sécurité, en fait, puisqu'il y a une obligation de résultat, mais pas simplement sur la fourniture du service, mais sur l'obligation de sécurité. C'est-à-dire que si le service est hébergé dans le cloud, le responsable du cloud a à la fois des obligations qui peuvent être contractuelles, mais a des obligations supérieures qui sont des obligations légales. Je vais parler entre autres du RGPD pour pas changer, mais typiquement s'il y a un traitement de données personnelles dans le cas du cloud, le fournisseur en tant que sous-traitant de service et peut-être en étant co-traitant, on en discutera peut-être un peu plus tard, a toutes les obligations qui lui incombent d'être à l'état de l'art en matière de sécurité, d'avoir fait une analyse de risque, de mettre à disposition la gouvernance, l'organisation, le fonctionnel et le technique sur tout le service qu'il donne, mais également sur la structure de son entreprise. Alors que si tu mets à disposition un logiciel
on-prem. Alors à quelques détails près, je pense qu'on va y revenir pendant cette émission, puisqu'il y a une sanction de la CNIL qui fait grand écho récemment sur un fournisseur de logiciels on-prem qui a pris très très cher. Entre guillemets, tu dois t'assurer globalement que ton code est à peu près à jour et sécurisé, et montrer que tu fais ça, mais ça s'arrête peu ou prou à peu près à ça. Alors les puristes me taperont dessus, tant pis, c'est pas grave, j'ai l'habitude, mais si je dois simplifier, je ferai cette simplification-là. Alors effectivement, ce que tu dis, Jean-Philippe, c'est intéressant parce que nous, côté juriste, entre guillemets pur et dur, on a deux types de législation aujourd'hui, non pas qui s'entrechoquent, mais qui s'empilent. Il y a d'un côté effectivement toute la partie RGPD, donc on va être en traitement de données à caractère personnel, et il y a quand même beaucoup de services qui manipulent de la data personnelle. Donc ça, c'est toute la partie RGPD, DPO et compagnie, donc ça commence à se normaliser entre guillemets. Et on a de l'autre côté, ce que moi je vois monter en puissance aujourd'hui avec, j'allais dire, force et vigueur, ce sont les impératifs de sécurité purs et durs. On demande de la double authentification, on va demander de la vérification d'habilitation des users internes, hein, j'entends des admins, machin. Il y a une montée en puissance des obligations de sécurité, et ça, l'ANSSI, de ce côté-là, n'est pas en reste, puisque on prend des normes, on prend des guides, on prend des recommandations, à un moment, il faut les éplucher, et voilà, vous faites ci, vous faites ça, le poste d'administration sécurisé, machin, mais la partie RGPD, je dirais qu'elle est presque cadrée, parce qu'à part la jurisprudence, maintenant on sait tous à peu près de quoi on parle, mais c'est la partie sécurisation pure et dure des data que moi je vois monter en puissance dans des annexes contractuelles aujourd'hui qui sont autonomes, effectivement, et qu'on va appeler annexes de impératifs de sécurité, exigences de sécurité, des systèmes d'information, j'entends. Ouais, mais ça, c'est normal, parce qu'en fait, avant, même encore aujourd'hui, mais avant, tu avais tout dans ton SI chez toi, donc un SI que tu maîtrisais, tu avais tes propres règles, tes propres exigences, donc tu les appliquais, alors que maintenant, entre guillemets, ce SI, cette informatique-là, il est chez quelqu'un d'autre. Donc tu ne peux plus maîtriser, tu ne peux que contrôler, donc tu émets des règles, des exigences, que tu les mets contractuellement, tu demandes à l'autre de les respecter. Après, tu peux faire du déclaratif, tu peux aussi rajouter des clauses d'auditabilité et vérifier une fois de temps en temps, mais effectivement, tu n'es plus dans le cas de la maîtrise, tu es dans le cas du contrôle. Alors, oui, on-prem, ça reste quand même chez soi, hein, donc on se fait livrer. Oui, non, je parlais de tout ce qui est cloud Dans externalisé. le cloud, ouais. On-prem, effectivement, c'est chez toi, tu le maîtrises. Quand c'est externalisé, tu ne peux que le contrôler. Tu le maîtrises. Et alors, pour rebondir sur ce que disait Marc-Antoine tout à l'heure, en fait, je pense qu'il y a deux effets. Il y a une maturité cybersécurité ou cyberconscience. J'aurais plutôt envie de dire qu'il y a des problématiques de sécurité qui ont lieu. Et là, même les gens qui connaissent rien, écoutent TF1, France Info, etc., ils voient bien que tous les jours, il y a un problème. Hein. Petite anecdote. Moi, par un intermédiaire de cybermalveillance, j'ai eu le contact avec la responsable d'une boucherie. Une boucherie, donc c'était la bouchère, hein, c'était la patronne de l'établissement, qui m'a dit « Oui, bonjour, je vous appelle. En fait, je m'inquiète un peu de savoir si nos données pourraient se faire voler. » Et en fait, ils avaient une caisse enregistreuse et leur compta. Hein. Donc, il y a bien cette sensibilisation qui commence à croître et des gens qui commencent à se dire « Mais au fait, mes données, qu'est-ce qui se passe, etc. » Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a un marché de plus en plus présent. Hein. Si on dit qu'il y a des pénuries de gens dans la cybersécurité, de gens compétents dans la cybersécurité, c'est que c'est un sujet à traiter. Et donc, il y a de nombreuses sociétés qui embauchent des gens sans même savoir pourquoi ils en ont besoin, mais qu'ils le font, en disant au moins j'ai cette compétence, je lui délègue le travail, et en ayant la ressource, c'est plus mon problème, c'est le sien. Et la troisième chose, c'est qu'on a aussi des bons vendeurs en France. Donc des gens qui vous vendent tout et n'importe quoi, qui font de la magie, vous posez ça, et il n'y a plus aucun problème de sécurité, moi j'achète tout de suite. C'est-à-dire que si en achetant une boîte, même 1 million d'euros, j'ai plus jamais de problème de sécurité dans mon entreprise, la question elle se pose pas. Il faut arrêter tous les consultants, il faut arrêter même le RSSI, vous achetez cette boîte et c'est bon. Sauf que dans la technique, pour en avoir audité tous autour de la table tant que nous sommes, on sait que malheureusement, il y en a très peu qui tiennent leurs promesses.
Donc je pense qu'il y a ces 3 critères-là qui font que le besoin en maturité sécurité augmente, et je mets de côté l'aspect légal ou l'aspect régalien, avoir des obligations telles que les OIV ou les OSE, où là on a une imposition, mais c'est pas le sujet ici. Donc cette maturité est de plus en plus présente. Je pense qu'on trouve également de plus en plus d'avocats spécialisés IP-IT qui viennent faire leur chou gras là-dessus, sans y comprendre forcément grand-chose, mais dire, voilà, est-ce que vous avez des clauses, est-ce que machin, etc. Je pense que, Marc-Antoine, tu pourras nous parler un petit peu des juristes d'entreprise que tu croises en face de toi dans ton activité. Et tu secoues tout ça, et au final, il faut que tout le monde ait des clauses. Alors, je crache pas dans la soupe, j'ai bien participé au fait qu'on ait plus de procédures et de contrats, donc je suis très content de ça, mais je suis pas sûr qu'on arrive à plus de sécurité. Par contre, je pense qu'on arrive à plus de procédures de sécurité. Alors justement, là, j'ai une anecdote qui est tout à fait saisissante là-dessus. J'ai un client dont forcément je tairai le nom, qui fait du logiciel qui permet de sécuriser des systèmes d'information, j'insiste pas, et qui se trouve à équiper un très gros industriel, qui est un peu dans l'aéronautique, tout ça. Donc c'était un contrat de licence on-prem. Et de manière un peu pavlovienne, les juristes, donc qui étaient mes adversaires, j'étais pour l'éditeur du logiciel, me demandent contractuellement, donc on est vraiment dans une install on-prem, avec, je t'équipe un serveur, et tu vas dialoguer avec des terminaux, et le logiciel permettait de sécuriser tout ça. Et en face de moi, j'avais une équipe de juristes relativement compétents, qui m'ont demandé une garantie. Une garantie, c'est une obligation de résultat. Donc garantie, c'est soit ça marche, soit ça marche pas. Et ils m'ont demandé une garantie comme quoi il y avait 0 vuln et 0 malware qui était susceptible soit d'affecter le logiciel installé donc on-prem. Donc entre guillemets, pour moi juriste, j'arrive avec ma boîte, avec mon CD-ROM, bon, c'est un peu dépassé maintenant, mais dans l'esprit c'est ça. Je t'installe le CD-ROM dans ton système d'information et t'es équipé on-premises. Et nous avons eu des discussions contractuelles extrêmement houleuses, voire franchement désagréables, parce que je leur expliquais avec mon client qui disait oui, parce que c'est vrai, qu'on ne pouvait pas leur donner une garantie que le logiciel installé on-prem avait 0 vuln, ou que le système d'information d'ailleurs d'industriel en question avait 0 vuln. Il suffit de rentrer dans le système, ça touche le logiciel en question ou pas, mais bon. Et on a eu des discussions très houleuses en leur disant, mais vous savez, quand vous fabriquez vos trucs qui s'envolent, qui volent, machin, vous n'êtes pas non plus à l'abri d'un accident industriel. Okay, vous n'êtes pas non plus à l'abri d'un truc qui s'écrase ou qui s'envole pas ou qui fait je sais pas quoi. Et de faire ce parallèle entre le produit entre guillemets physique de cet industriel qui était susceptible d'avoir un bug au sens mécanique et de leur faire ça en parler avec un logiciel, et ben j'ai eu l'impression qu'en face de moi les gens tombaient de leur chaise en leur expliquant juste la vérité. C'est que sans caricaturer Nicolas, la sécurité est un échec. Mais enfin, la sécurité, c'est quand on essaie de faire mieux et de progresser, et que les choses ne sont pas parfaites. Mais ni dans l'industrie, ni dans le logiciel, fût-il on-prem. Et donc, comment est-ce que tu t'en es sorti ? J'ai mis le feu dans les locaux de l'industriel. Non, sérieusement... on leur a fait comprendre qu'on pouvait... Alors, c'est là où il y a une notion qui est en train de monter beaucoup contractuellement, c'est la notion d'état de l'art. Okay, c'est de dire aujourd'hui, moi, je suis éditeur, donc j'installe on-prem ou en mode SaaS, machin. Aujourd'hui, moi, éditeur, je vais prendre à bras-le-corps le problème de la sécurité. Alors après, tout ce qui est OWASP, DevSecOps, ça aujourd'hui, contractuellement, il n'y a personne. On ouvre la porte, on sent que derrière, il y a le bruit du vent, on referme la porte et on ne dit rien dans les contrats. Non, mais c'est un vrai problème, c'est qu'il n'y a pas d'engagement. Je n'ai vu aucun éditeur depuis presque 20 ans que je fais que du contrat numérique. Je n'ai pas vu un éditeur qui m'écrive « Moi, je fais du DevSecOps ou je fais de l'OWASP ou tous vos trucs là, auxquels je ne comprends pas grand-chose. » Bref, mon client a dit... Si, tu as quelques éditeurs américains qui le font et qui publient même les documents sur leur site web. Quelques éditeurs américains. Voilà. Oui, je sais bien, parce qu'il y a notamment Joe Biden, il y a un an, qui s'est agité, qui a dit dans l'année qui suit, si vous ne faites pas ça, vous n'aurez plus de commandes de l'État fédéral. C'est vrai que c'est très lié à SolarWinds. Oui, c'est ça, mais au moins c'était une réaction. Et pour finir mon anecdote, à un moment,
donc mon client que j'ai la chance de bien connaître et qui sait que je baratine pas trop, enfin je veux bien mentir un peu mais il y a des limites, et il a dit en négociation, il dit vous savez ce que dit mon avocat, non seulement c'est pas déconnant, mais je vous explique, hein, si vous demandez une garantie, une obligation de résultat, on signera pas le contrat. Donc ça a retardé les négos pendant 3 semaines, le temps que ça monte au cerveau des juristes en face, à qui on n'avait jamais tenu ce discours. Et là, je ne raconte pas une anecdote de 1804, hein, du Code civil de Napoléon à la grande époque de l'Empire. Je parle d'un truc qui est arrivé il y a 1 an, avec un très gros industriel qui est connu, qui a des vrais objectifs. Ben, de leur tenir ce discours comme quoi un logiciel n'était pas une sécurité à 100%, ben, chez les juristes, on avait l'impression que c'était une sorte de renversement de paradigme complet. Ça a été très problématique. Bon, maintenant, chez des gens un peu structurés, ça commence à rentrer. Donc, on demande l'état de l'art. Ben, l'état de l'art, c'est peut-être du DevSecOps. Alors, je rebondis là-dessus parce que le DevSecOps, c'est un style de vie, c'est absolument pas une sécurité. C'est un type d'organisation. Donc, on ne peut pas demander du DevSecOps dans les contrats. Et surtout, si vous avez ça dans vos contrats, fuyez parce que ça ne veut absolument rien dire. Ce qu'on peut demander, c'est avoir des audits de sécurité qui prouvent que, par exemple, sur le référentiel de type OWASP pour des services de type web, il n'y ait pas les vulnérabilités les plus connues. Alors, est-ce que c'est les 10 failles, est-ce que c'est les 13, les 19 failles en fonction du référentiel? Peu importe. De sécuriser ta chaîne de développement. Ça aussi, ça peut être demandé. Voilà, de sécuriser ta chaîne de développement, d'avoir des audits là-dessus, mais de dire est-ce que vous faites du DevSecOps, ça on s'en fiche puisque c'est un type d'organisation. Tu me dirais, moi je code à l'ancienne, je fais mon modèle en Meurize, ensuite je passe par mon développement et ensuite je fais tester un auditeur. Du moment que le résultat est là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de faille de sécurité, et encore là on parle que de sécurité, on parle pas de test de charge et de régression fonctionnelle, le résultat serait là. Donc c'est ce qui est attendu aujourd'hui, particulièrement on-premise, puisque on va y venir sur le SaaS ou sur le cloud, il y a d'autres attendus. Mais ce qu'on attend quand on reçoit un logiciel qu'on va poser, ou alors un serveur, une appliance, comme disait Vlad tout à l'heure, ce qu'on attend de ce genre de choses, c'est qu'on n'ajoute pas une vulnérabilité potentielle dans notre système d'information. Et est-ce que ça fait du sens de demander d'être à l'état de l'art? Alors oui, et je commence à expliquer, et ensuite Marc-Antoine, parce qu'on a beaucoup travaillé sur le sujet ensemble, complétera. L'état de l'art aujourd'hui, c'est pas ce que Johan sait, c'est pas ce que Hervé sait, c'est pas ce que Vlad sait, c'est pas ce que je sais. L'état de l'art, c'est défini, ce sont des standards internationaux. Alors je vais prendre 27001, 27002, je vais prendre en France le guide d'hygiène de l'ANSSI, on va pouvoir parler des standards européens. Ça fait partie de l'état de l'art. Aujourd'hui, ce sont des choses qui sont non discutables, puisque c'est reconnu par un certain nombre d'acteurs qui considèrent... Le WASP, c'est ça, hein. Le WASP, c'est un certain nombre d'acteurs, particulièrement américains, qui remontent chaque année tous leurs audits et ressortent de ces audits les vulnérabilités les plus trouvées lors des audits, et à ce moment-là il y a un classement qui dit bah voilà, faites attention à ça parce que c'est ce qu'on voit le plus dans les audits et c'est là-dessus qu'il faut porter votre attention. C'est exactement ça que fait l'OWASP. Donc l'état de l'art, c'est ce qui est partagé par la communauté et reconnu comme un fait, un standard sur lequel on doit être à minima à niveau. Marc-Antoine, tu veux peut-être compléter ? Non, c'est tout à fait ça. Et moi, dans les contrats que je manipule ou que je rédige, en fait, aujourd'hui, historiquement, on avait des définitions, état des connaissances. Les banques étaient très très bonnes là-dessus. Ils avaient des clauses qui faisaient des pages entières. Et aujourd'hui, moi, pour bosser efficacement, je prends les définitions des référentiels ANSSI. Et la toute dernière qui a été publiée, c'était dans PVID, prestataire de vérification d'identité à distance, où il y a une définition de l'état de l'art. Et la définition, elle tient en 3 lignes, elle est très courte, c'est l'état des connaissances publiques en matière de sécurité des systèmes d'information ou des connaissances évidentes qui en découlent, machin. Et moi, aujourd'hui, dans mes contrats, je plaque ça, et ça veut dire quoi ? C'est qu'aujourd'hui, si on a, comme on a eu récemment de la part de la CNIL pour les données personnelles, ou sur des problématiques vraiment sécu de la part de l'ANSSI, eh ben, quand on a l'ANSSI, pour prendre cet exemple, qui nous publie au mois d'octobre 2021, donc il n'y a pas 2 siècles,
Voilà, aujourd'hui, l'authentification multifacteur, c'est ça. Ça s'appelle l'état de l'art. Donc, soit on est capable de s'engager contractuellement en disant « je fais le job comme le demande l'autorité de contrôle », l'ANSSI par exemple, eh bien là, je suis à l'état de l'art. Parce qu'en fait, la manière dont juridiquement, nous, on va le voir derrière, c'est « est-ce que tu es à l'état de l'art ?» Oui. Prouve-le-moi. On va démontrer contractuellement, audit, pentest, tout ce qu'on veut. Okay. Et si on se fait contrôler par la CNIL, l'ANSSI qui contrôle surtout les OIV, les OSE, on va pas rentrer là-dedans, mais globalement, si l'ANSSI aujourd'hui avait un pouvoir de contrôle sur le respect des normes qu'elle édicte, l'ANSSI arrivera en disant « alors, vous en êtes où là des 42 mesures du guide d'hygiène ? Vous en êtes où de l'authentification multifacteur ? C'est oui, c'est non. Ok ? Vous n'êtes pas conforme, vous n'êtes donc pas à l'état de l'art, donc vous êtes négligent. Et comme vous êtes négligent, boum, sanction. C'est comme ça que fonctionne la CNIL sur la partie données personnelles, sur l'article 32. Ils arrivent, ils regardent, font pas de chiffrement, pas de ceci, pas de cela. Vous n'êtes pas à l'état de l'art. Okay, c'est moi l'état de l'art, c'est moi autorité de contrôle. Alors 27001, 27002, tout ça très bien. Et puis après il y a ce que l'autorité de contrôle décide qu'aujourd'hui vous êtes à l'état de l'art ou pas. Je prends juste un exemple qui va vous parler beaucoup. En 2021, l'ANSSI contrôle une société, la décision date du mois de juin, et constate que le hachage qui était fait sur je sais pas quoi, c'était du MD5. Alors moi le hachage MD5, je sais que ça s'écrit M, ensuite D et ensuite 5. Je suis incapable d'expliquer ce que c'est. Par contre, ce que j'ai lu, c'est dans la délibération de la CNIL, qui est publique, juin 2021, la CNIL dit le hachage MD5 n'est pas à l'état de l'art. C'est fini depuis 2004. Donc, il faut faire autre chose. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, les juristes ? Alors, bon, bien sûr, on appelle des professionnels de nos limites sécu, quand ils veulent bien répondre au téléphone de leur avocat préféré, et on essaie de comprendre l'ampleur du problème, mais enfin on voit quoi ? En 2021, la CNIL est obligée de condamner des gens pour l'usage d'un algorithme de hachage cryptographique qui est moisi depuis 15 ans. Voilà. Et aujourd'hui, on découvre donc en 2021, donc à peine hier, qu'il y a des trucs qu'il ne faut plus le faire. Nous, juristes, on n'en sait rien. Donc on va se réfugier derrière l'état de l'art, et puis on va aller voir toutes les décisions qui sortent, toutes les normes, tous les machins. On va dire, vous êtes à l'état de l'art ou pas. Alors tout le monde lève la main droite et dit je le jure, comme d'habitude, parce qu'il n'y a que des victimes et des innocents. Il n'y a jamais de coupable nulle part, surtout pas dans les contrats. Mais à un moment, c'est vous les pros qui nous dites, non mais l'état de l'art, il faut un peu se regarder. C'est plus du Shawan, c'est du Chatou, c'est du Chat 256, ou je ne fais pas bien la différence, mais j'ai à peu près compris le principe. Et c'est ça la difficulté de l'état de l'art, c'est qu'aujourd'hui, dans les contrats, on va dire, tu t'engages à être à l'état de l'art. Et on botte en touche pour le reste. Et c'est vous, après, qui écrivez la partition. Alors, pour tout ce qui est mot de passe, je le dis, c'est PBKDF2. Comme ça, vous rechercherez la référence. Et si vous avez besoin, sur les mots de passe dans vos bases de données, vous saurez quoi utiliser. C'est ce qui a entre autres marqué dans les guides de l'ANSSI. Je reviens sur cette question de on-prem. Aujourd'hui, l'ANSSI valide certains logiciels qui sont installés on-prem et c'est validé par des CSPN. Donc, si on voulait un état de l'art, alors c'est cru et c'est méchant et c'est mesquin, mais en gros, si vous avez une CSPN qui est validée, vous êtes à l'état de l'art sur la partie que vous avez fait auditer. Après, ce qu'on sait, c'est qu'une CSPN, un logiciel, ça vit. Donc, si vous avez une CSPN sur une version, à la version suivante, en théorie, il y a quand même pas mal de choses à valider. Bon, surtout quand le logiciel évolue toutes les semaines. C'est ça. Et là, on rentre dans d'autres problématiques. Mais on ne désespère pas de voir la CSPN pouvoir évoluer au gré des contraintes techniques dans lesquelles nous sommes actuellement. Ça, c'est la première partie, et je vous propose qu'on passe sur la partie SaaS pour voir la différence avec les obligations, et ensuite qu'on revienne sur un cas qui a été relevé par la CNIL il y a quelques semaines, qui était justement on-prem, et où la CNIL pose des questions de tout ce qui est SaaS. Donc sur la partie SaaS, qu'est-ce qu'on va regarder ? On va non seulement regarder la sécurité du logiciel mis à disposition, mais on va regarder l'intégralité de l'organisation de l'entreprise en matière de sécurité. Pourquoi ? Parce que là, il n'y a plus simplement l'obligation de moyens, à savoir je vous mets à disposition un logiciel qui n'a pas de faille de sécurité. Il y a une obligation de résultat complète sur l'ensemble de l'entreprise,
qui doit démontrer qu'en tout point de l'entreprise, la sécurité est présente. Pourquoi ? Parce que lorsqu'un logiciel est en SaaS, je vous ai dit en introduction, c'est l'ordinateur d'un autre, donc l'ordinateur du fournisseur ou du sous-traitant. Et si c'est chez le sous-traitant, si le sous-traitant se fait compromettre sa chaîne de production par un moyen pour un autre, que ce soit par le secrétariat, que ce soit par un rançongiciel, que ce soit par du spear phishing ou quoi que ce soit, et bien dans ce cas-là, non seulement sa chaîne de production est corrompue, mais vos données, et là je refais appel à une notion de RGPD, responsable de traitement dans le cas de données personnelles, vos données sont corrompues. Et donc, c'est non seulement lui sa responsabilité technique, mais c'est un impact directement sur vous. Et c'est bien pour ça qu'on dit que le besoin de sécurité en matière de cloud, on va dire SaaS pour faire simple, est d'autant plus important, puisqu'il couvre le spectre complet, non pas juste du service, mais de toute l'entreprise. Et donc, pour finir, tu voulais illustrer avec un exemple de la CNIL Oui, alors c'est un contre-exemple parce que dans sa sanction 009-2022, la CNIL a épinglé une société créatrice de logiciels médical qui, dans ses contrats, c'est elle qui fait les contrats pour ses clients, met un logiciel à disposition on-prem. Donc on se dit, c'est bon, tout est fait, la société met le logiciel chez le client, en l'occurrence ici des laboratoires pharmaceutiques, et puis ils sont dégagés de toute chose derrière. Sauf que cette société, elle fait deux choses que vous retrouverez de toute façon quasiment dans toutes les sociétés qui créent des logiciels pour vous. La première, c'est qu'elle vous fait des mises à jour de logiciels, parce que vous comprenez, c'est compliqué, comme disait Vladimir tout à l'heure. Et la deuxième, c'est que sur des montées de version, elle vous aide à faire ces migrations. Et donc elle récupère vos données, elle les stocke et elle vous aide à les réinjecter, ce qui paraît un processus normal. Et bien sûr, ce processus normal, cette société que je ne cite pas par respect pour elle, vient de se prendre 9,2% d'amende de son chiffre d'affaires, à savoir plus que son résultat net, non pas pour des questions sur le logiciel qu'elle a créé, mais pour des questions d'organisation, de process et de non-sécurité sur son organisation interne de sécurité. En l'occurrence, on avait plusieurs choses. On avait entre autres un serveur FTP accessible en mode Anonymous depuis Internet, avec des données médicales de patients, entre autres de patients atteints de VIH, de cancer, etc., directement accessibles. Donc autant dire ouvert à tous les vents. Et en interne, plusieurs employés avaient un même login pour accéder aux données et processer les données. Et par ailleurs, aucune organisation n'était faite, que ce soit sur le traitement des données ou encore sur l'organisation interne de la société. Pour toutes ces raisons-là, juste sur l'article 32, et éventuellement un jour on pourra discuter de points légaux spécifiques qui restent ouverts là-dessus, mais sur l'article 32, la CNIL a condamné cette entreprise à 9,2% de son chiffre d'affaires. Alors, ce que Jean-Philippe dit pas ouvertement, parce que c'est en fait dans le process, c'est que donc, le fameux prestataire, c'était un labo reconverti en entreprise de services numériques, c'est un éditeur, donc ils installaient partout, ils décident de passer en 4.2 ou en 8.7, j'en sais rien, et ils font l'opération de migration pour tout le monde. Et c'est à l'occasion de l'opération de migration, donc il y avait des données, numéro de sécurité sociale, pathologie, il y avait des données génétiques, il y avait des logins et des passwords des gens qui allaient donner leur data. Numéro de téléphone, adresse personnelle, liens familiaux, il y avait... Ouais, c'était la fête du slip grandeur nature. Et à l'occasion de l'opération de migration, ils se sont fait poney. C'est-à-dire que comme le serveur FTP, et ça c'est Jean-Philippe qui m'a expliqué, on ne sait pas trop, mais globalement, il y a quelqu'un qui est rentré sur le serveur FTP qui était en mode Anonymous et qui a été récupérer les datas. Et on a retrouvé les datas à un moment en libre accès, entre guillemets, via probablement Tor, qu'elles étaient quelque part sur un site en .oignon. Je réagis juste sur le fait qu'ils se sont fait poney. Ils ne se sont pas fait poney. Avoir un serveur FTP en mode Anonymous, c'est avoir un serveur FTP ouvert sur Internet. Je réagis juste à ça. Et ensuite, les données ont été aspirées. Et après, elles ont été mises à disposition, je crois, sur un forum en premier, un truc comme ça. Mais c'est pas ça, ou sur pas sur Tor. Sur des serveurs en Tor, quoi.
Mais donc pour moi, juriste, il y avait quoi? Il y avait une vulne qui était le simple fait de laisser un serveur en libre accès, entre guillemets, ce que vous appelez en mode Anonymous. Enfin, je veux dire, de laisser un serveur où tout le monde peut aller piocher dedans. Ça chez moi, ça s'appelle... Un défaut de configuration. Oui, ben une vulne, c'est aussi un défaut de configuration. Quand je suis admin ou admin 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est une vulnérabilité. C'est OK, un défaut de config. Mais enfin, normalement, quand même moi j'achète un nouveau téléphone où je mets mon empreinte, ben, je pense à mettre mon empreinte et pas celle du voisin ou accepte toutes les empreintes. Donc il y a des règles de sécurité entre guillemets élémentaires. Et aujourd'hui, parfois dans les contrats, on rentre jusqu'à ce détail-là. J'en reviens à cette entreprise qui a été condamnée. Donc c'était du on-prem, il faisait juste une opération de migration et devant l'ampleur de la fuite, l'ANSSI avait été prévenu, l'ANSSI avait trouvé le leak, l'ANSSI avait prévenu l'entreprise que le leak était dispo. Enfin, je veux dire, à un moment, tout le monde était au courant, ils n'avaient rien fait. La CNIL, quand c'est sorti dans la presse, je crois que c'était l'IB, mais genre 1 an après quand même, hein, ça sort dans l'IB, boum, alors là la CNIL s'est agitée, ils ont déboulé, contrôle en ligne, contrôle à distance, la totale, et là l'entreprise, ils se sont retrouvés devant l'évidence, à savoir qu'ils avaient tout fait mal. Bon, il y avait des problèmes de chiffrement qui étaient un peu bizarres, il n'y avait pas de procédure d'authentification, enfin c'était n'importe quoi, et surtout ils ont pris, c'est ça, pratiquement 10% de leur chiffre d'affaires, à titre de sanctions pécuniaires. Parce que là, on était dans le format 10%, 2%, 10 millions. Eux, ils en ont pris pour 1,5 million. Pour 1,5 million. Le résultat net, c'est-à-dire globalement, une fois que j'ai payé mes impôts, voilà ce qui me reste comme bénéfice, c'était 1,4 million. Ils ont pris 1,5 million de sanctions. Et là, tout d'un coup, tout le monde a arrêté de rire. Bien, vous avez beaucoup parlé de sécurité au sens classique du terme, disponibilité, intégrité, confidentialité, auditabilité. Vous avez bien fait peur aux auditeurs, donc ils n'oublieront pas d'intégrer des clauses de sécurité dans leur contrat. Mais est-ce qu'il faudrait pas étendre cette définition des critères de sécurité? Parce que j'ai pas entendu parler de localisation du droit applicable, j'ai pas entendu parler de réversibilité. Est-ce que ce serait pas un peu les choses auxquelles il faudrait que les auditeurs pensent dans leur contrat de cloud? Alors, c'est pas de la sécurité au sens pur. Par contre, dans le sens de la maîtrise des données et la gestion des traitements, tu as tout à fait raison. Que ce soit l'auditabilité, la réversibilité, la localisation à la fois des données et des personnes opérantes. Je rappelle que dans Secnum Cloud, l'ANSSI demande à ce que les données soient traitées à l'intérieur d'États européens, par exemple. Ce sont des choses qu'on peut trouver. On est dans la limite là de la sécurité, mais alors on est totalement dans le contrat actuel. L'auditabilité, pour moi, c'est totalement de la sécurité, et aujourd'hui, tu peux pas avoir un contrat qui sort sans une clause d'auditabilité. Il y a 10 ans, ok, mais aujourd'hui... Et d'ailleurs, je vais revenir sur le terme contrat, parce que ce qui est marrant, c'est qu'avant, ça s'appelait pas des contrats, ça s'appelait des CGU. C'était juste, quand c'était on-premise, t'avais une espèce de liste déroulante infinie où tu disais ok, j'accepte. Sur les versions cloud, c'est pareil, en fait, que la plupart des éditeurs, t'as juste des CGU que tu acceptes. Et j'ai l'impression que c'est très récent où les clients commencent à demander vraiment des contrats. Et là aussi, j'ai l'impression qu'il y a un peu une asymétrie, c'est-à-dire que les petites entreprises clientes finalement peuvent pas demander des contrats, doivent juste accepter les CGU, et que les clients qui sont de taille importante, eux, peuvent négocier entre guillemets et demander vraiment un contrat, c'est-à-dire entre guillemets des CGU personnalisés. Alors ça c'est un truc effectivement que moi je vois venir régulièrement. Alors j'ai juste un truc historique. Dans le Code civil Napoléon, qui nous sert, nous juristes, depuis 1804 à faire nos contrats, on appelait ça des conventions. C'était l'article 1134 qui disait « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Alors il y avait conventions, mais on signait des contrats, donc on a une série de grands penseurs qui pendant 2 siècles se sont fait des nœuds au cerveau, c'est super. On a eu la réforme en 2016 du droit des contrats en France, et là les conventions légalement formées, c'est devenu les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Parce qu'on a profité pour passer ça au masculin. Et ce qui est très marrant, c'est que depuis des années où je rédige soit des CGU, soit des contrats, papier, machin, en fait, la seule différence, c'est est-ce qu'il y a un truc où à un moment j'accepte ?
Alors, soit je fais un clic en ligne, mais c'est une forme d'acceptation, c'est valable, c'est pas valable, c'est un autre débat. Ou alors j'ai un papier où je vais mettre une date et je vais signer à la main. Mais globalement, que ce soit des CGU, des CGV, des CGS ou un contrat ou une convention, c'est la même chose. C'est deux parties qui vont décider de se mettre d'accord sur un texte. Alors, il y a d'un côté, la réalité, c'est qu'il y a d'un côté le truc où on ne me demande pas mon avis, j'accepte, ou sinon j'ai 0. Et de l'autre côté, la partie qui est plus B2B, effectivement, beaucoup, notamment dans le on-prem, pas mal, mais surtout dans le mode SaaS, où là, si on est en B2B, on va négocier. Et puis si on est en B2C, pour le caricaturer, là, c'est take it or leave it. Ouais, c'est compliqué de négocier avec les très gros acteurs américains, par exemple. Tu vois, on va prendre de l'Amazon, du Microsoft, tu négocies pas. J'ai vu un client français qui a une portée internationale qui a réussi à négocier avec un gros éditeur américain pour faire ajouter des clauses RGPD. Ça a été très compliqué, mais c'est compliqué. Enfin, moi, je l'ai fait, mais il faut une taille critique, effectivement. C'est ça. Bon, Marc-Antoine, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin ? Le mot de la fin, c'est que je vois qu'aujourd'hui, quand on négocie soit du logiciel, de la licence de logiciel, donc la licence de logiciel, on est vraiment on-prem, ou que ce soit en mode SaaS, aujourd'hui, on voit les problématiques de sécu qui sont en train de monter, et on voit que chez les juristes, ça rame encore pas mal, mais les juristes, ils vont être plus sensibles à la partie sécu dès qu'on va être en mode SaaS, parce que pour eux, ça va être compliqué, on est à distance, machin, donc là, on va s'en soucier. En mode on-prem, aujourd'hui, c'est très difficile d'essayer de faire évoluer les mentalités ou d'essayer de demander ou d'expliquer qu'on fait un peu de sécu techniquement et essayer de le refléter dans le contrat, c'est plus difficile à faire admettre. Mais en mode SaaS, là maintenant, ça commence à venir sévèrement. Merci Marc-Antoine d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.